Bienvenue à l'édition de cette semaine du Club mathématique de l'Université de Montréal. Cette semaine, on accueille Samuel Desroches qui va nous présenter deux problèmes connus puis nous faire quelques petites applications d'un théorème de topologie. Bon, bonjour tout le monde. Le théorème en question, un gros théorème de topologie que j'aime bien, c'est le théorème de Borsuk-Ulam. Pourquoi j'ai choisi ce théorème-là en particulier? Parce que, justement, je connais beaucoup de théorèmes que je trouve beaux pour l'énoncé du théorème en tant que tel, tout le kit, mais celui-là, ce que je trouve cool à chaque fois, c'est la façon dont on l'applique, la façon dont on prend un problème qui ne semble pas nécessairement de nature topologique ou quoi que ce soit, mais qu'on réussit à le reformuler pour venir comme le casser avec ce théorème-là. Et que, ouais, essentiellement, c'est ça, les deux théorèmes ou problèmes qu'on va couvrir, c'est le problème du collier volé et le théorème du sandwich au jambon. Mais on va commencer par parler un petit peu de Borsuk-Ulam, savoir c'est quoi ce théorème-là, à quoi ça sert. Puis, petite parenthèse aussi avant de commencer, ma première conférence au tableau ou quoi que ce soit, je reconnais des TPS dans la salle. Si vous avez des commentaires constructifs sur la gestion du tableau à la fin, je suis bien ouvert à recevoir ça, ça va être cool. Fait que, oui, c'est ça. Donc, dans le fond, l'énoncé de ce théorème-là, c'est que si on prend une fonction continue, disons f, qui part de la sphère n-dimensionnelle et qui va vers l'espace euclidien de dimension n, fonction continue. Alors, il va exister une paire de points antipodaux. Donc, il va exister un x dans la sphère tel que ce point-là et son antipode sont envoyés à la même place par la fonction f. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire essentiellement, visuellement? Si j'ai une deux sphères, là, la frontière d'une boule, et que je l'écrase dans un plan, il y a au moins deux points qui sont diamétralement opposés qui vont aller exactement à la même place. Maintenant, la démo de ce théorème-là est assez complexe. J'essaie d'aller lire un peu là-dessus. La démo, dans le cas général, ça se base sur le concept d'homologie, je crois, que moi-même, je connais pas trop. Donc, je me suis concentré sur des petites démos de cas particuliers qu'on va couvrir juste pour se dire c'est vrai en dimension 1, 2, fait que ça doit être vrai tout le temps. Puis, après ça, on va passer directement aux applications aux applications aux deux problèmes dont je parlais tantôt. Donc, pour commencer, juste clarifier la notation SN, parce que des fois, l'indice ici vient gosser un peu. Quand on dit SN, essentiellement, c'est la sphère qui est... C'est des points dans Rn plus 1 qui vont avoir toujours norme 1. Donc, Sn, c'est vraiment l'objet dans Rn plus 1 qui est de dimension n. Donc, oui, c'est ça. Le prouver en dimension 1, essentiellement, c'est assez élémentaire. C'est une preuve d'analyse 1, pas mal. Ça passe par une reformulation, un théorème qui est exactement équivalent à Borsuk-Ulam, qui dit que toute fonction de la sphère de dimension n vers l'espace euclidien de dimension n, qui est continue, mais aussi impaire. Fonction impaire, petit rappel, c'est essentiellement une fonction telle que f de moins x, c'est égal à moins f de x. Donc, ça, vous en connaissez quelques-unes, fonction sinus, par exemple, des choses comme ça. Si j'ai une fonction qui est continue et impaire, avec ce domaine et ce codomaine-là, cette fonction-là va posséder au moins un zéro. Ça, c'est une reformulation. On peut faire la preuve dans les deux sens assez rapidement. Pour passer de Borsuk-Ulam à notre deuxième énoncé, on fait juste se dire que Borsuk-Ulam est vrai pour toutes les fonctions continues de ce genre-là. Donc, c'est vrai en particulier pour les fonctions impaires. Si c'est vrai pour les fonctions impaires, ça veut dire que pour ma fonction impaire g, disons, je vais pouvoir dire qu'il va exister un x tel que g de x va être égal à g de moins x par Borsuk-Ulam, mais la fonction est impaire. Fait que ça, c'est aussi égal à moins g de x. Et le fait qu'on a un point pour lequel ça c'est vrai, ça veut dire que dans le fond, le point va être mappé vers 0 nécessairement. Donc cette fonction-là a un 0. On a Borsuk-Ulam vers la reformulation. Maintenant, dans l'autre sens, les fonctions continues impaires qui possèdent au moins un 0 impliquent Borsuk-Ulam. Ce qu'on va venir faire, c'est considérer une fonction de ce type-là, qui est continue, arbitraire,
Et à partir de cette fonction-là, on va construire une fonction g qui va être impaire. Donc, la fonction en question, ça va être g de x qui est égal à f de x moins f de moins x. Donc, ça ici, toujours notre fonction arbitraire. Cette fonction-là, on peut voir qu'elle est impaire. Si je prends moins x en entrée ici, je vais essentiellement avoir moins x ici et x ici. Je change ça de bord, mets un moins en évidence. On voit que g de moins x est égal à moins g de x. Donc, on a une fonction impaire ici. Et par la reformulation, cette fonction-là possède un 0. Mais ça qui possède un 0, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez ça égal à 0, on va dire ici. Envoyez ça là. On a nos antipodaux qui sont envoyés à la même place par f. Donc, essentiellement, on peut voir que les deux énoncés sont exactement équivalents. Là, une fois qu'on a ça, le cas de Borsuk-Ulam en une dimension devient très facile à prouver. On peut essentiellement utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qu'on voit en analyse 1. Donc, si on a notre fonction ici qui est continue et impaire, on veut montrer que cette fonction-là va être mappée vers 0. On considère un point x quelconque sur le cercle. Donc, ma fonction ici, toujours, on est en dimension 1, fait que ça envoie les points d'un cercle vers la droite réelle. On considère un point x, on va dire ce point-là ici, x, et on va demander ici qu'il ne soit pas envoyé vers 0, parce que sinon on aurait fini la preuve. On a déjà... Je vais utiliser en fait g, qui est la notation de la fonction impaire, ça va être plus clair un peu. Donc, on demande que ce point-là ne soit pas envoyé vers 0. Sans perte de généralité, on peut supposer que g de x, ça va être quelque chose de positif. Ça pourrait être négatif, mais vous verrez que ça ne changera rien. Maintenant, je considère son antipodal, le moins x ici. Mais, qu'est-ce qu'on a dit sur la fonction g? On a dit que cette fonction-là était impaire. Donc, ça veut dire que g de moins x, ça va être égal à moins g de x. On se ramasse de l'autre bord ici. Et là, il s'agit d'appliquer le théorème de la valeur intermédiaire pour obtenir le 0 avec un point qui va être quelque part là-dedans. Puis, pour ceux qui sont un peu plus pointilleux, en analyse 1, on n'a pas vu le théorème des valeurs intermédiaires pour le cercle, mais on prend cet intervalle-là, on le paramétrise par un segment compact, puis on fait une composition de fonctions continues, fait que ça le fait. Et ici, on a Borsuk-Ulam en dimension 1. En dimension 2, la seule preuve rigoureuse que je connaisse, encore là, ça passe par la théorie des revêtements. Puis je suis pas dans d'introduire ça, fait que je toucherai pas, mais ceux qui veulent en jaser après, on peut. Puis moi, essentiellement, je pensais peut-être vous donner plus une idée de la démonstration que j'ai ramassée sur une chaîne YouTube que je pense que pas mal de monde ici connaissent, Three Blue, One Brown. Je vais parler de la vidéo après, justement, qui couvre un des deux problèmes. Donc l'idée ici, de la démonstration, ça va être encore une fois de passer par la reformulation. On va considérer une fonction continue impaire de la sphère vers l'espace euclidien en dimension 2 ce coup-là, donc la sphère qu'on connaît, la coquille vers le plan. Et on va dessiner un petit peu. Preuve par dessin, c'est mes préférés celle-là. Donc, ici, on va considérer une sphère qui va être envoyée par notre fonction g vers le plan. Et on va essayer de montrer que cette fonction-là possède au moins un 0. Pour commencer, on va utiliser ce qu'on sait sur la fonction. La fonction est impaire. Donc, considérons un point x sur l'équateur ici. Ce point-là va avoir une image dans le plan qu'on va considérer encore une fois non 0, parce que sinon on aurait fini. Donc, ça va être, disons, ici. Ça, c'est mon g de x. Maintenant, ce qu'on sait sur la fonction, c'est que c'est impair. Donc, je peux aller choisir l'antipode de x, qui est, disons, ici, moins x. Et g de moins x, ça va être moins g de x, encore là par la propriété que la fonction est impaire. Moins g de x, ça veut dire quoi? Dans l'espace euclidien, moins quelque chose, on fait juste changer le signe sur chacune des coordonnées. On a comme une espèce de réflexion par rapport à l'origine, puis on va aller chercher moins g de x ici. Là, c'est là que la preuve devient un petit peu plus funky. On va considérer ce qui se passe si on se promène sur l'équateur en passant de x à moins x. Donc ici, j'ai ma petite fourmi qui marche sur l'équateur, ma petite personne qui prend le bateau, toute l'équipe.
ça ici, cette courbe-là, son image, ça va être essentiellement une courbe qui va devoir relier g de x et moins g de x par la continuité de la fonction. Donc, ça peut être un peu n'importe quoi. Moi, je vais dire que c'est une courbe qui fait ça, tiens. Maintenant, vous remarquerez encore une fois que je n'ai pas croisé l'origine, parce que sinon, j'aurais un point quelque part ici qui serait envoyé sur l'origine. J'aurais fini, ce serait trop facile. Mais, on remarque une propriété importante. Ici, sur l'équateur, tous les points qui sont de l'autre côté sont antipodaux à ces points-là. Donc, essentiellement, si j'avance jusque-là, ben, ce point-là devrait correspondre à la réflexion de ce point-là dans l'image. Donc, la courbe que j'ai tracée ici, en la traversant de l'autre bord, je vais avoir pas tout à fait une réflexion, mais quelque chose qui va venir faire quelque chose comme ça ici. Donc, ça, une propriété intéressante de ce truc-là, c'est que ça contient l'origine. Puis maintenant, pour aller essayer de conclure cet argument-là, je vais considérer, mettons, le petit point au pôle Nord. Ce point-là, on considère la même chose que depuis tantôt, qui n'est pas envoyé vers l'origine, sinon on aurait fini. Fait que je vais le foutre n'importe où dans le plan, on va dire là. Et je vais contracter ici la courbe, ou en fait la courbe dans le domaine, tranquillement vers le pôle Nord. Ce que je veux dire par contracter, c'est qu'ici, je vais, disons, y aller avec des petites étapes intermédiaires, puis aller chercher, disons, l'espèce de courbe qui fait ça ici, un peu plus haut. Toujours continuellement, comme si j'avais une bande élastique autour de la sphère, puis que je la faisais se promener jusqu'à ce que je me rende très proche du pôle Nord. À chaque moment, ça va avoir une image un peu plus comme ça, qui va se rapprocher du pôle Nord, pas tout à fait symétrique comme ça, parce que là, on n'a plus des antipodaux. Mais le fait est que ça, si je choisis un voisinage assez petit du pôle Nord, je devrais, par continuité de la fonction, me ramasser assez proche de ce petit point-là, l'entourer. Mais si, disons, je veux être à ce point-là proche de l'image du pôle Nord, il va falloir que j'aille traverser l'origine à un moment donné. Fait que ça veut dire qu'il y aura une courbe à un moment donné. Disons, je vais me ramasser ici sur une courbe. Ce point-là va correspondre exactement à ce point-là. Donc, on a prouvé qu'il y avait un 0 ici en dimension 2. Donc, ça nous donne une idée au moins de pourquoi ce théorème-là est vrai en dimension 2 déjà. Puis, les analogues de plus haute dimension, je maîtrise moins. Je ne veux pas me lancer là-dedans vraiment. Je ne suis pas encore rendu là, mettons. Donc, maintenant, si je vous parle de ce théorème-là, moi je le trouve bien joli, mais c'est parce qu'éventuellement, on va aller résoudre des problèmes avec. Je vais introduire, ou avant en fait, je vous ai parlé depuis tantôt de preuves de ce théorème-là. Toutes les preuves plus rigoureuses que j'ai lues ou que j'ai essayé de lire se trouvent dans ce livre-là. Très bon livre, on l'a eu dans le premier cours de topologie ici à l'université, A Basic Course in Algebraic Topology. Puis moi, c'était la première fois que je faisais de la topo algébrique, puis je l'ai trouvé très accessible. Donc, si quelqu'un est intéressé par le sujet, n'hésitez pas à y aller avec ça. C'est une bonne idée. Donc, ouais, on enchaîne avec le collier. Maintenant, une petite mise en contexte. C'est quoi ce problème-là? Disons qu'on a 2 étudiants de l'Université de Montréal qui ont de la misère à payer leurs études et qui s'en vont voler un collier au centre-ville. S'introduisent dans une bijouterie, prennent le collier, se disent « Bon, OK, ça, on a un collier, mais c'est une pièce unique, on peut pas vraiment le revendre direct comme ça. Fait qu'on va vendre les pierres qui sont sur le collier séparément. » Maintenant, ils se disent, c'est des mathématiciens, fait qu'ils se disent pas comme on va couper le collier, tout enlever les pierres, faire 2 petites piles. Ils se disent, comment est-ce que je pourrais séparer ce collier-là en faisant le moins de coupes possible? On veut se diviser les pierres en 2. On veut que chaque étudiant ait le même nombre de chaque type de pierre. On va commencer avec un cas simple, on va dire un collier sur lequel il y a juste des diamants et juste des émeraudes. Je vais le dessiner au tableau. Donc, ouais, faire un peu de place. Donc, disons que notre collier ici contient juste 6 pierres. Je vais commencer avec une configuration simple. Ici, j'ai 4 émeraudes, 4 diamants et 2 émeraudes. Maintenant, ils se disent en partant, ouais, si je veux faire le moins de coupes possible, j'aurai pas le choix de faire cette coupe-là pour diviser les émeraudes, sinon j'y arriverai jamais. Si je coupe ailleurs sur le collier, ben, j'aurai toujours 2 émeraudes d'un côté puis on pourra pas se séparer ça également. Puis là, ils se disent,
couper ici, mettons, ce serait un peu niaiseux parce que j'aurais pas le choix de recouper ailleurs dans les diamants pour faire une séparation. La meilleure coupe, la coupe idéale, c'est de couper ça ici. Donc, dans cette configuration-là, on n'a pas le choix de faire deux coupes. Puis, vous remarquerez que l'argument se généralise. Si j'avais rajouté 8 rubis ici, la meilleure coupe, ça aurait été de couper au centre des rubis. Donc, on peut se douter de cette façon-là que s'il y a n types de pierres, dans cette configuration-là, j'aurais au moins n coupes à faire. Il y a peut-être des configurations qui vont nécessiter moins. C'est si je les divise au préalable et que je coupe au centre, une coupe. Peu importe le nombre de types de pierres. Mais dans ce qui est peut-être le pire des cas, on doit faire au moins une coupe. Maintenant, nos deux étudiants en mathématiques, ce qu'ils se demandent, c'est est-ce que c'est toujours suffisant de faire une coupe? Est-ce que ça, c'était le pire des cas? Puis, là, ces deux étudiants-là, ça donne qu'ils viennent de finir leur cours de topo, puis ils n'ont pas le goût de faire une preuve de maths discrète, fait que ils vont essayer d'utiliser Borsuk-Ulam pour résoudre ça. Ça leur tente, ils vont forcer le théorème un peu. Fait que, là, moi, je vous parle de transformer une sphère dans un plan, puis après ça, je vous demande de diviser des pierres avec un certain nombre de coupes. Comme un petit problème, on passe du discret à quelque chose de continu. Fait qu'on va essayer de modéliser ce problème-là de façon continue pour pouvoir utiliser nos théorèmes sur les sphères. Donc, comment on pourrait faire ça? Premièrement, juste pour passer au continu, on pourrait se dire que si j'ai un collier qui est fait sur ce modèle-là, on va dire, je pourrais faire correspondre à chaque pierre une petite partie d'un segment. On va dire ça, 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 ça et ça. Et dire que, au total, ce segment-là, peu importe le collier que j'ai choisi, on va toujours lui attribuer une longueur 1 pour normaliser nos trucs, puis que ce soit un petit peu plus simple. Donc là, ici, à quoi ça correspond faire une division sur un collier comme ça? C'est juste le couper n'importe où sur l'intervalle 0,1. Fait que je pourrais, disons, chopper là, en plein milieu d'une pierre, dire voici une division, ça va à l'étudiant 1, ça va à l'étudiant 2. Maintenant, comment on peut récupérer le problème discret à partir de ça? On pourrait venir se dire, faudrait idéalement que toutes mes coupes arrivent entre les petits segments de pierre comme ça. Mais remarquez que si je simplifie pas mes fractions, puis que je dis ici, j'ai 6 pierres, fait que ça ici, ça correspond à 1/6 de ligne. Pour pouvoir faire la division dans le cas discret, il faut que j'aie au moins un nombre pair de chaque pierre. Donc, une division de ce nombre de pierres-là en deux, si je n'ai pas changé le dénominateur. Donc là, par exemple, j'aurais 2/6 qui serait de l'émeraude et 4/6 du diamant. Bien, suite à une division équitable, j'aurais nécessairement 1/6 d'émeraude pour chaque voleur et 2/6 de diamant pour chaque voleur. Donc, j'aurai toujours quelque chose d'entier ici au dénominateur. Maintenant, advenant le cas où ma division serait arrivée en plein milieu d'une pierre, ben, je n'aurai jamais dans ce format-là, disons, un numérateur entier. Il va nécessairement falloir que je coupe un autre diamant et que cette partie-là soit exactement compensée dans l'autre coupe. Sinon, je n'arriverai jamais à avoir un numérateur entier sur une fraction dans ce format-là. Donc, pour toute coupe dans le cas continu, je vais toujours pouvoir, pour récupérer une coupe dans le cas distrait, juste comme égaliser les morceaux comme ça, en les translatant. Donc, on voit que si je trouve une coupe dans le cas continu, je peux toujours une coupe équitable, bien important dans le cas continu, je pourrais toujours l'ajuster pour obtenir une coupe équitable dans le cas discret. Maintenant, comment, encore là on est rendu continu, mais comment exprimer ça sous forme d'une application de la sphère vers le plan? Vous remarquerez qu'ici, quand je fais un découpage, disons, du collier, avec, disons, 2 coupes, ce que je fais, c'est que je fais toujours correspondre, ou en fait, je ne fais pas correspondre, mais quand je fais 2 coupes, j'obtiens 3 segments différents sur mon collier. Et ces 3 segments-là vont toujours semer à 1, notre longueur normalisée. Donc là, ça, à quoi moi ça me fait penser, c'est 3 coordonnées au carré qui vont semer à 1, ça me fait penser à une coordonnée sur une sphère, au final. Donc ça, je pourrais me dire naïvement, je fais 2 coupes. Ça, ici, j'associe une coordonnée en x carré, une coordonnée en y carré, une coordonnée en z carré. Puis, en fait, ça, c'est pas vraiment une coordonnée sur une sphère, ça me donne juste des coordonnées au carré.
pour obtenir réellement une coordonnée puis couvrir tout l'espace sur la sphère où il y a des coordonnées négatives, il faudrait que j'attribue un signe à ces trucs-là. Donc, disons que je fais une coupe, je vais le redessiner à côté, ça va être un peu plus clair. Disons que je redessine rapidement le même collier. 1, 2. Et 1, 2. Je le coupe ici et ici. Cette coupe-là, je pourrais dire que j'envoie chacun des morceaux à un des deux étudiants. Disons l'étudiant 1 et l'étudiant 2. Donc le premier, je décide d'y envoyer ça. Le deuxième, j'y envoie ce morceau-là. Puis, j'y envoie aussi le dernier morceau. Ça, à quoi ça va correspondre? C'est que ma coordonnée en x carré, j'aurais attribué, on va dire, un signe positif, négatif en y et négatif en z. Donc ça ici, ça correspond exactement à un point de la sphère qui est donné par la longueur d'une coordonnée et son orientation, entre guillemets. Fait que ce qu'on vient de trouver, c'est une correspondance directe entre deux coupes, on va dire, du collier et un point sur la deux sphères. Et ça, on peut voir que si j'avais plus de coupes, disons n coupes, je pourrais faire correspondre ça à des points sur une n sphère. C'est juste n coordonnées. Donc ici, on a vraiment... C'est comme si les coupes du collier entraient directement en bijection avec les points d'une sphère. Puis là, ce qu'on voudrait, c'est construire une application qui, via Borsuk-Ulam, nous donnerait une répartition équitable des joyaux. Quelle application on pourrait construire? On veut aller vers un plan. On pourrait dire, à un découpage comme celui-là, je fais correspondre le nombre de diamants que reçoit l'étudiant 1 et le nombre de diamants que reçoit l'étudiant 2. Donc là, ça, ce que ça me donne, c'est que je vais avoir ma sphère ici, qui va être envoyée par cette application-là F vers une partie du plan. Donc, si, disons, je prends ce découpage-là qui correspond à comme 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, j'ai tout donné à cet étudiant-là, ben, ça ici, ça va être envoyé vers tous les diamants, toutes les émeraudes sont donnés à l'étudiant 3. Ici, on a notre application de la sphère vers le plan. Est-ce que cette application-là est continue? Parce qu'il y a quand même une hypothèse sur notre théorème, on aimerait ça la vérifier. On va s'en convaincre comme intuitivement en se disant que si je change un tout petit peu ma décomposition, ici, je change un tout petit peu la ligne de place, ben le nombre de pierres qui va aller à chaque étudiant ne va pas varier énormément. Puis la seule chose qui pourrait être problématique, c'est faire un switch comme ça. Mais ça, vous constaterez que c'est pas un petit déplacement sur la sphère, c'est aller carrément sur un signe négatif d'une des coordonnées, passer du positif au négatif. Donc, on peut se convaincre rapidement que c'est quelque chose de continu. Maintenant, qu'est-ce que Borsuk-Ulam nous dit? Il y aura deux points antipodaux sur la sphère qui vont être envoyés vers le même point ici. Mais ça, ce point-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne le nombre de chaque type de pierre qui est donné à l'étudiant 1. Puis, prendre un antipodal, ça correspond à quoi sur la sphère? Ça correspond à changer le signe de chacune des sections. Donc, essentiellement, je prends la part qui est à l'étudiant 1, je la donne à l'étudiant 2, je prends la part de l'étudiant 2, je la donne à l'étudiant 1, puis dans les deux cas, le nombre de pierres de chaque type qui revient à l'étudiant 1 ne change pas. C'est ça que le théorème nous dit. Donc, cette décomposition-là qui existe dans Borsuk-Ulam est une répartition égale des joyaux. Donc, on vient de résoudre le problème du collier avec cet argument topologique-là, que moi je trouve assez joli, je l'aime bien. Donc, vous remarquerez ici, par contre, que ce qu'on a, c'est une preuve d'existence. Donc, la décomposition, je la connais pas. Moi, je sais pas quoi donner à qui ou couper, mais les autres sont bien contents parce qu'ils savent qu'ils vont réussir à le faire s'ils s'acharnent assez longtemps. Puis, vous remarquerez ici que j'ai construit, pour que ce soit plus visuel, l'application en dimension 2, mais j'ai dit que je pouvais faire correspondre une n coupe, une décomposition à n coupe à un point sur la n sphère. Puis, on remarque que pour le codomaine, je pourrais choisir, disons que j'ai n pierres sur mon collier, je pourrais choisir n axes de coordonnées qui correspondent chacun à une pierre. Donc, pour un collier où j'aurais, disons, des diamants, des émeraudes, des saphirs, des rubis, ben, je pourrais construire une 4 sphères que je déforme vers l'espace euclidien dimension 4, appliquer exactement le même argument, puis on obtiendrait une décomposition à 4 coupes.
Donc là, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'il faut au plus 4 coupes pour un collier à 4 joyaux, etc. Donc ouais, ça c'est l'argument pour le collier volé. Je l'aime bien. On va passer au théorème du sandwich au jambon maintenant. Preuve qui est un petit peu moins visuelle, mais je vais quand même plus la dessiner, je pense. Le petit disclaimer sur celle-là. L'énoncé ici, il est formulé avec un petit peu de théorie de la mesure, tout le kit. Je suis pas encore vraiment calé là-dedans, donc je vais prendre une approche plus intuitive, puis on va garder ça assez tranquille. Mais ouais, mise en contexte pour le théorème du sandwich au jambon. Vous avez un sandwich. Le sandwich le plus plate que j'ai jamais vu, par contre, il y a deux tranches, puis deux tranches de pain, puis une tranche de jambon au centre. Flat, pas de fromage, pas de laitue, rien. Donc là, ce que vous avez essentiellement, c'est 3 solides, un petit peu dans R3, 3 parties mesurables de l'espace euclidien de dimension 3, on va dire. Puis le théorème, ce qu'il me dit, c'est qu'avec un seul coup de couteau, ou essentiellement avec un hyperplan de dimension 2, je peux venir chopper mon sandwich de façon à ce que de chaque côté, j'ai autant de la tranche du pain du dessus, autant de la tranche de jambon et autant de la tranche de pain en bas. Donc, l'énoncé plus général, c'est que si j'ai n parties mesurables de Rn, fait que n tranches de pain n dimensionnelles, on va dire, je pourrais prendre un plan de dimension n-1, un seul plan, venir tout chopper ces n parties-là en 2 parties de mesure égale. Exactement. Donc, théorème encore assez cool, puis on remarque qu'on parle encore de division équitable ici. Donc, après avoir vu la preuve d'avant, on peut se douter qu'on va pouvoir reformuler ça pour aller chercher un argument avec Borsuk-Ulam. Donc, ce que je vais faire, c'est... Ouais, je pense que je vais dessiner le cas en dimension 1 et baser ma preuve sur mon dessin en l'expliquant avec des mots qui sont plus multidimensionnels, on va dire. Donc, le cas ici en dimension 2, en fait. Oui, ok, je vais prendre des solides en dimension... Ouais, c'est ça, c'est trivial. Fait que je vais y aller dans le plan. Donc, disons que ici, je vais faire un plan quand même... pas sortir mes coordonnées hyperboliques au tableau, là, ce serait pas cool. Ok. Un peu plus droit. Et là, on est en R2, donc on voudrait avoir, disons, 2 régions mesurables. Je vais prendre ma plus belle région arbitraire avec une autre région arbitraire ici. Et l'idée, encore là, on va vouloir aller chercher Borsuk-Ulam d'une façon ou d'une autre. Donc, l'idée, ça va être de créer une application qui part d'un certain cercle, d'une certaine sphère, et d'envoyer ça vers un espace euclidien. Donc, on va commencer par considérer le cercle unité dans ce plan-là, et considérer un vecteur quelconque sur ce cercle-là, disons ce point-là. On va l'appeler X. Donc, ce point-là ici, en fait, un point d'un cercle, c'est un peu comme un vecteur de nombre 1 dans notre espace. Et on peut considérer un hyperplan qui est orthogonal à ce vecteur-là. Mettons. Cet hyperplan-là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va pouvoir le translater en le laissant toujours être perpendiculaire à ce vecteur-là. Et ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est qu'on peut le décrire avec une seule variable, une variable t, on va dire. Donc, je pourrais dire que si t est égal à 1, je vais avoir l'hyperplan qui se situe en x, ou en fait qui est perpendiculaire à notre vecteur, qui est situé en x dans le système de coordonnées. Je pourrais avoir le plan en 1/2 qui serait comme une droite qui passerait ici. Je pourrais en avoir un en -1 qui passerait ici, etc. Et on marque que nos régions qui sont mesurables, tout le kit, sont comme bornées dans le plan. Donc, je pourrais dire que ma région n'ira pas plus loin qu'ici, on va dire, si je voulais. Ou je pourrais, disons, construire une sphère arbitraire qui contient ma région. Donc, je pourrais considérer un intervalle compact dans lequel t va varier. Et à un certain point de cet intervalle-là, ouais, ok, je vais définir un autre truc avant, ça va être plus simple comme ça. Je vais définir le demi-espace qui est délimité par cet hyperplan-là comme celui qui pointe vers l'extérieur de la sphère. Donc, mon demi-espace ici, ce serait cette chose-là. Si j'avais considéré le vecteur -x à la place du vecteur x, j'aurais considéré le demi-espace comme tout ce qui est ici. Puis si je décide de juste faire varier t, mais sans faire varier x, donc disons j'amène mon hyperplan ici, mais sans changer x, je considère toute cette partie-là de l'espace. Donc là, en faisant varier mon t,
je vais pouvoir trouver un point pour lequel, disons, toute cette région-là est contenue dans le demi-espace délimité par ce plan-là. Et en poussant toujours mon hyperplan, je vais nécessairement, vu que cette région-là est bornée, pouvoir trouver un autre endroit où il n'y a aucune partie de l'air de cette région-là qui est contenue dans le demi-espace. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires encore sur le segment compact dans lequel t varie, je peux trouver un point où mon hyperplan va couper exactement en deux cette région-là. Que je vais noter, mettons, U1 pour se rappeler que c'est toujours la première région, celle qu'on considère au début. Puis ça, vous remarquerez que je peux faire le même exercice pour n'importe quel choix de x. Si j'avais choisi le vecteur x comme ce vecteur-là ici, j'aurais pu prendre mon hyperplan. Tout est compris dans l'espace qui est supérieur. Et en déplaçant mon hyperplan, je peux arriver à un point où aucune partie de cet espace-là est compris. Donc, je peux toujours, pour chaque vecteur x dans ma sphère, trouver un paramètre t pour lequel je vais couper cette région-là particulière exactement en deux. Maintenant, on remarque que t, c'est un peu une fonction de x. Si je change le vecteur, le paramètre t pour lequel je vais couper la région exactement en deux va dépendre de x nécessairement. Puis on peut se convaincre encore une fois que cette fonction-là est continue en disant que je déplace un petit peu x, mon hyperplan va se déplacer un peu, il va juste falloir que j'ajuste un petit peu le t. Epsilon delta. Ish. On va avoir ici une fonction continue du vecteur qui va nous donner l'hyperplan qui tranche cette région-là en deux. Mais nous, ce qu'on veut essentiellement, c'est une fonction qui va premièrement prendre en compte toutes les formes qu'on a dans notre plan et qui va partir de la sphère vers un espace euclidien de même dimension que cette sphère-là. Ici, on a une sphère de dimension 1. On voudrait quelque chose qui s'en va vers la droite réelle essentiellement. Puis là où ça devient intéressant, c'est que je peux définir une autre fonction qu'on va appeler, on va dire V2 pour aller avec la deuxième région U2. Et ça ici, ça va être une fonction de t et de x. Et ça va me dire essentiellement, si j'ai un certain x avec le t qui correspond à la division de U1 en 2, quelle partie de V2 va être comprise dans le demi-espace dont je parlais? Donc, disons ici que j'ai ce x-là avec le t correspondant qui va, disons, m'amener ici. Je considère toute cette partie-là de l'espace. Je tranche U1 en 2. Ben, le résultat de V2, ce serait 0, parce qu'il n'y a aucun volume de U2 qui est compris dans cette région-là. Si j'avais un autre x et t, on va dire, j'ai un x qui va ici avec un... Non, mauvais exemple, j'ai un x qui est ici, qui tranche U1 en 2. Ben là, on peut voir qu'il y a une bonne partie du 2 qui serait contenue dans le demi-plan qu'on délimite. Fait. Cette fonction-là serait non nulle. Et cette fonction-là, on peut voir encore une fois qu'en fonction de t et x, c'est quelque chose de continu. Si je bouge un petit peu l'hyperplan, je vais changer un tout petit peu le volume qui est compris dans le demi-espace. Donc, ça, essentiellement, c'est une fonction de x, mais c'est aussi une fonction de t qui dépend de x. Fait qu'essentiellement, c'est une fonction à deux variables, mais qui dépend juste de x. Parce que t, ça dépend directement de x. X, c'est un point dans la sphère. Cette fonction-là, c'est une fonction qui nous donne un réel, la partie du volume qui est contenue dans le demi-espace. On peut ici appliquer Borsuk-Ulam encore une fois à cette fonction-là. Fait que là, ça, ce que ça veut dire, c'est que j'aurai un couple x moins x pour lequel V2, disons de t de x va être égal à V2 de t de moins x moins x. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous demander un petit peu de gymnastique mentale, là, mais si je prends ce x-là, je prends son antipodal, je vais le dessiner en rouge, comme ça ici, et on va dire que le t pour ce x-là venait tracer un hyperplan pile ici, et on considérait, j'essaie de dessiner plus foncé, là, on considérait cette partie-là du demi-espace. Ben, si j'ai considéré moins x ici, en fait, l'hyperplan qui correspond à moins x, la partie qui pointe vers l'extérieur, c'est cette partie-là. Fait que même quand je vais redéplacer mon hyperplan pour aller couper cette région-là en deux, ce qu'on va considérer, en fait, c'est cette partie-là de l'espace.
Donc, considérer l'antipodal via cette application-là, ça revient essentiellement à considérer la deuxième demi de l'espace. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est que dans la première demi de l'espace et la deuxième demi de l'espace, on va retrouver le même volume de V2. Donc, pour cette preuve-là particulière, on aurait une division équitable parce qu'on a trouvé un X pour lequel, de chaque côté de mon hyperplan, je vais contenir autant de U1 que de U2. C'est clairement pas cet hyperplan-là parce qu'il est mauvais, là. Il coupe rien de U2, c'est pas un bon hyperplan. J'aurais peut-être plus quelque chose qui passe ici. Mais essentiellement, on a notre division. Puis là où l'argument se généralise avec Borsuk-Ulam, c'est que j'ai parlé de plan, d'hyperplan, de demi-espace. Imaginez-vous juste une dimension au-dessus. Je suis dans R3, l'espace. J'ai une sphère, un cube, puis une tête de chat, on va dire. Puis là, je pourrais prendre une deux sphères, considérer un hyperplan, le translater le long de son vecteur directeur, puis essentiellement venir couper, on va dire, la sphère en deux. Là, après ça, je construis la même application, je prouve la continuité de la même façon. Puis l'application que je construis pour Borsuk-Ulam, c'est pas juste une application V2. Là, j'ai deux solides qui me restent à trancher. Fait que ça va être une fonction à deux coordonnées, qui va prendre un point de la deux sphères, qui va l'envoyer vers, disons, la fonction V2, V3. Donc, on voit qu'on peut faire ça à n coordonnées. À chaque fois que je monte de dimension, ma sphère augmente d'une dimension et le nombre de sorties de ma fonction va augmenter d'une entrée. Ben, en fait, d'une sortie. Mais ouais, donc essentiellement, on vient de prouver le théorème du sandwich au jambon. Si vous avez un sandwich au jambon n-dimensionnel, je peux le chopper avec un n-1 hyperplan. Donc, ça se résume à ça, je crois. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon? Dans le cas du collier, ouais. Tu as montré comment répartir un collier, que c'est possible de répartir un collier entre il y a deux étudiants. Oui. Mais imaginons qu'il y avait plus d'étudiants. Mais ce serait possible de faire le même type, parce que je vois que si tu as une puissance de 2, tu peux juste répéter l'argument. Puis ça va faire. Si tu as 4 étudiants, moi en max 3n coupes, tu devrais être correct. Si tu fais n coupes pour le faire en 2, tu fais encore 2n coupes de chaque bord. Ouais, disons tu le sépares, si tu as une puissance de 2, tu sépares en 2 dans cette division-là, puis tu resplits cette division. Mais si tu as, par exemple, 3 étudiants, penses-tu qu'il y a un argument? Il y en a un. J'ai déjà vu le résultat, mais pas d'argument formel. En fait, Numberphile a sorti il n'y a pas longtemps une vidéo là-dessus. Puis il passe pas par Borsuk-Ulam, mais le gars écrit une sorte de décomposition dans laquelle, justement, je pense que tu considères comme les nombres premiers d'étudiants, puis après ça, tu peux comme tout mâcher ça pour avoir une session générale. Ça donne, mettons, je suis plus certain que c'est exactement ça, mais si tu as n type de bijoux, puis K étudiant, c'est quelque chose comme K-1 fois n coupe, quelque chose comme ça. Ouais, ça se peut aussi par une généralisation de Borsuk-Ulam. C'est comme le même argument de Borsuk-Ulam, puis ça donne justement K-1 fois n. C'est toujours sur une sphère? Non, c'est comme une généralisation avec des. D'autres. C'est genre de sphère de sphère, en fait. Ouais, je me souviens plus. OK. Mais ouais, je sais, ça a déjà été fait. OK. Faut aller checker ça si ça vous intéresse. Stéphane, tu avais une question, je pense? Ouais. Dans le fond, ça à haute dimension, donc tu dis établir une fonction avec plusieurs sorties. Oui, essentiellement, c'est que ta sphère qui va devenir éventuellement une hypersphère, ça va être, si tu es en dimension n, ça va être une sphère de dimension n-1. Parce que c'est ça, on avait dit que c'était des points de Rn donnaient la sphère n-1, tout le kit. Fait que si tu es dans Rn, tu as cette sphère-là. Maintenant, tu veux que ça aille vers Rn-1 pour appliquer Borsuk-Ulam. Fait que c'est pour ça que tu fais toute l'espèce de passe-passe au début où tu veux toujours diviser une région fixe. La région 1, tu la divises en deux à chaque fois. Puis là, c'est ça, essentiellement, quand tu construis ton autre hyperplan, la fonction, ce qu'elle va te donner, c'est que à chaque fois, tu peux diviser ton espace en deux, puis ça va prendre un certain hyperplan, puis l'envoyer vers le volume du deuxième objet, du troisième, du quatrième, du cinquième. Fait que si tu as éventuellement comme n objets, tu vas avoir n-1 sortie. OK. Ouais.
c'est ça l'argument qui se généralise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Cool. Ouais, Victor? Les volumes d'une dimension inférieure à l'espace dans lequel ils sont, est-ce que ça se généralise ou c'est juste dans une sphère ou pas? Si j'avais, disons, un espèce de truc plat dans R3, là. Ouais, disons. Bonne question, mais en fait, je crois que ces trucs-là, je veux vraiment pas dire n'importe quoi, mais je crois que ces trucs-là dans R3, mettons, auraient une mesure nulle. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Quelqu'un qui... Attends, répète. Si j'ai, disons, on va dire quelque chose de plat, genre, je prends cette région-là, puis je la mets dans R3. Est-ce que cette chose-là dans R3 a une mesure nulle? Je crois que oui. Ça dépend de la mesure que tu utilises. Ouais, mesure de Lebesgue, mettons. Tu peux C'était... être méga pathologique, désagréable, puis dire toute ma mesure est concentrée sur ce plan. OK. Puis, Ouais. Mais disais, mettons... une mesure Lebesgue, oui. N'importe quoi qui est comme épaisseur 0, une mesure Lebesgue. Ouais, c'est ça. Ça va prendre comme une genre de mesure de densité. Puis là, c'est selon ta dimension. OK. Fait que t'as genre une seule dimension qui est la dimension 2, avec laquelle t'as une mesure qui est non nulle, qui est moins infinie. Puis là, peut-être tu peux te poser ici une façon de le diviser. Je sais pas s'il y a un théorème, en fait, qui généralise à, comme, je sais pas quel type de mesure, mais c'était Lebesgue mesurable dans celui que j'ai lu. Puis à ce moment-là, je pense que justement, ta forme aurait mesure nulle, fait que la diviser en deux, ce serait pas la diviser, dans le fond. Fait que je pense que tu peux juste, comme, pas le considérer dans ce cas-là. Pas un problème, tu dis qu'on le considère pas. Fait que ce serait, je pense que ce serait ça la bonne réponse, je suis pas sûr. OK. Si tu le rends genre juste un petit peu plus épais, Oui, ça va beaucoup. c'est en contrôlé, mais là, quand tu le divises en deux, à peu près ça fait. Ouais. Ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, merci d'être venu. C'est...